C'est l'heure du second débat de Sens Public, direction l'Argentine à 5 jours de l'investiture officielle de Javier Milei, le nouveau président populiste qui fait revenir l'extrême droite au pouvoir après des décennies de péronisme. Comment l'a-t-il emporté? Pourra-t-il appliquer son programme économique? Qui sont ses alliés et ses ennemis au sein de la société argentine? Avant de répondre à ces questions, son portrait signé Flora Sauvage. Antisystème, libertarien et climato-sceptique, le nouveau président argentin Javier Milei a promis lors de sa campagne, équipé d'une tronçonneuse, de tailler drastiquement dans les dépenses publiques et de lutter contre la caste politique qui paralyse à ses yeux le pays. Dans une vidéo publiée sur TikTok, il met en scène la taille dans les ministères. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. S'il soutient la libéralisation des ventes d'armes et considère que le trafic d'organes devrait être un marché comme les autres, Javier Milei veut abroger la loi sur l'IVG. En récoltant plus de 55% des voix à l'élection présidentielle, cet économiste de 53 ans a réussi à séduire une majorité d'Argentins touchés de plein fouet par une inflation galopante. 4 Argentins sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Avec un taux d'inflation qui dépasse les 140% par mois, il est clair qu'il y a eu une volonté d'exprimer un changement par rapport au gouvernement sortant et de manière plus générale à la classe politique qu'a dénoncé Javier Milei. Face à un endettement colossal et une monnaie qui dévisse, Javier Milei a fait campagne sur la dollarisation de l'économie et la suppression de la Banque centrale. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il sera en mesure d'incarner sur la durée ce gouvernement alors qu'il n'a pas de majorité au Parlement. 2 semaines après son élection, Javier Milei sera investi dimanche à la tête de l'Argentine. En attendant, il peaufine la composition de son gouvernement et a nommé Rodolfo Barra, un ancien ministre au passé nazi, comme procureur général auprès du Trésor. À quoi va ressembler l'Argentine de Javier Milei? Pourra-t-il tenir ses promesses? On en débat avec Maricel Rodriguez Blanco. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. Angeline Montoya, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste au Monde en charge de l'Amérique latine. Christophe Ventura, bonsoir et bienvenue. Directeur de recherche à l'IRIS en charge du programme Amérique latine Caraïbes. Et Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Et je rappelle, Laetitia, que vous avez publié La tentation du clown aux éditions Buchet-Chastel, dans lequel vous analysiez les trajectoires de ces élus populistes candidats hors système qui sont souvent issus de la société du spectacle. Ça correspond mot pour mot à Javier Milei. Maricel Rodriguez Blanco, est-ce qu'il a déjà sorti la tronçonneuse? Là, c'était vraiment son principal argument de campagne. Pour reprendre cette image choc, quelles ont été les premières décisions du futur président, du président élu, on va dire ça comme ça, puisqu'il prête serment dimanche? Une des décisions qu'il a prises, qu'il avait annoncées et qu'il a finalement prises, c'est d'effectuer 2 voyages à l'international, donc un aux États-Unis et un autre en Israël, qu'il passe encore, enfin qu'il avait promis en tout cas qu'il allait effectuer. Et aussi, il a déjà commencé à privatiser un média, en fait, une chaîne de communication. Et puis concernant les premières mesures en matière de privatisation, il les a annoncées. On attend en tout cas à partir des premiers mois de gouvernement, on va voir un peu la couleur de façon plus précise concernant les mesures de privatisation qu'il a annoncées, mais il n'y a pas de raison qu'il n'avance pas, en fait, sur ces plans-là. Alors, il y a déjà eu, Angéline Montoya, sur la question de la dollarisation de l'économie. Là, il y a eu clairement une marche arrière, on va dire, de Javier Milei. Qu'est-ce qu'on en sait? Marche arrière, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on n'en parle pas. Il a toujours dit, de toute façon, que ce serait pas forcément parmi les premières mesures. Donc là, il a nommé un ministre de l'économie qui ne va pas dans ce sens, en tout cas. Il s'appelle Luis Caputo. Luis Caputo, qui est un ancien de la droite classique. Voilà, c'est un ancien ministre des Finances de Mauricio Macri et aussi ancien directeur de la Banque centrale. Et qui s'est déjà exprimé, qui s'était exprimé par le passé contre la dollarisation. Et donc pour l'instant, en tout cas, ça ne fait pas partie. Plus tard. Oui, voilà, ça ne fait pas partie des premières mesures qu'il va prendre. Bon, après, le problème, c'est que... Il se confronte, pardon, vous interrompez, il se confronte au réel, déjà, avant même d'avoir prêté serment, est-ce qu'on peut dire ça?
Disons que oui. Alors le problème aussi, c'est que c'est ce qu'il annonce. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'il va vraiment faire et ce qu'il ne va pas faire. Il s'est dit, dédit, beaucoup contredit tout au long de sa campagne. Et donc maintenant, il faut attendre en fait vraiment le 11 décembre pour savoir quelles seront véritablement ses premières mesures. Mais en tout état de cause, la dollarisation n'en fait pas partie pour l'instant. Christophe Ventura, si on analyse un peu ce résultat, qui sont les électeurs de Javier Milei? Comment il l'a emporté? Il a un socle autour de lui, on va dire, et c'est déjà absolument phénoménal. D'à peu près 30% des Argentins qui ont voté pour lui lors des primaires du mois d'août, qui sont en fait le vrai premier tour des présidentielles en Argentine. Le score a été répliqué, si je puis dire, le 22 octobre au premier tour. Mais ce qui fait les 56% de M. Milei au second tour, c'est l'apport en fait de la droite traditionnelle que vous avez mentionnée, celle de l'ancien président Mauricio Macri. C'est l'apport et l'organisation, le parti, le mouvement de la droite argentine qui s'est mis au service en fait de Milei dans le seul but, en gros, d'exaucer la formule bien connue dans le monde entier de tout sauf. Cette fois-ci, c'était tout sauf les péronistes. Donc, ne surtout pas laisser la possibilité à Sergio Massa et aux péronistes de conserver le pouvoir. Donc, on s'allie à Milei. Donc, c'est la droite traditionnelle argentine. Et c'est aussi ce qu'on appelle les radicaux en Argentine, qui seraient en France l'équivalent du centre droit, qui sont assez puissants, assez importants dans l'intérieur de l'Argentine et dont les électeurs, en tout cas, ont massivement voté pour Milei, le mettant en tête dans 21 des 24 provinces en fait du pays. Et donc, ces 14,5 millions d'Argentines et d'Argentins qui ont voté pour Milei ne lui appartiennent pas en propre. Il en représente une partie importante, mais c'est l'alliance avec, en gros, du dégagisme politique, plus de la droite traditionnelle argentine et du centre-droit qui reviennent au pouvoir dans cette formule inédite. Alors en Argentine, le droit de vote, il est autorisé dès l'âge de 16 ans. 30% des votes obtenus au premier tour par ce candidat Javier Milei étaient venus des 16-29 ans. C'est ce que nous explique cette directrice de bureau d'études. Écoutez. Dans les secteurs qui comptent le plus de jeunes, on observe un phénomène de désintérêt pour la politique. Et Javier Milei est entré sur la scène politique presque comme une célébrité, avec un modèle très clair d'arriver de l'extérieur à l'intérieur de la politique. Il n'est pas un produit de la politique, c'est un produit anti-politique. Maricel Rodríguez Blanco, pourquoi le discours de Milei il a séduit notamment beaucoup de jeunes Argentins? Moi, j'estime qu'il y a comme il a été déjà dit, il y a une partie de la société argentine, en effet, qui souhaitait un changement, et qui ont cru à ces discours anti-système, à cette tronçonneuse également, ces discours très critiques de l'État, puisqu'ils se sont éloignés de l'État, ils sentaient que le gouvernement précédent n'avait pas bien fait les choses, notamment en matière économique. Donc, il y a une exaspération, en fait, qui s'est manifestée. Il y a une partie, quand même, des jeunes très précarisés, en fait, il faut se signaler, qui ont appuyé massivement Milei, qui les suivaient sur le réseaux sociaux, et en cela, ils ont été vachement aidés par la pandémie et par le confinement qui a été assez long en Argentine. Milei était très présent sur les médias non traditionnels, sur le réseau, sur YouTube. Il y a une série d'influenceurs, en tout cas, qui les suivent et qui communiquaient autour de la personne, en fait, de Milei. Donc, il est un pur produit médiatique et cela a pu transpercer, je dirais, une partie, en tout cas, de la jeunesse argentine vachement déçus des institutions, très éloignés des institutions. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ceux qui se sentent déclassés? Vous savez, le déclassement en France, c'est une thématique qui revient tout le temps. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une grosse partie du public de ce Absolument. type de Les discours de Milei, il joue en fait sur un clivage présent depuis très longtemps au sein des classes populaires, mais accéléré ces dernières années, en fait, un clivage entre des classes populaires intégrées et d'ailleurs une fraction des classes moyennes aussi assez précarisée. Il y a des travailleurs pauvres en Argentine, en fait, on les connaît de plus en plus maintenant. Et donc il a joué sur ces discours moralisants, les gens des biens versus les personnes qui ne veulent pas travailler. Donc ces discours marchent super bien auprès d'une partie de la population argentine, aussi bien des jeunes d'ailleurs que des fractions adultes en fait qui font partie des classes moyennes et qui, rappelons-le, avaient déjà à l'époque, lors de la crise de 2001 en Argentine, le 19 et le 20 décembre 2001, avaient déjà eu des manifestations plutôt conservatrices en fait. Donc c'est pas une nouvelle partie. La classe moyenne argentine elle a toujours été ambiguë politiquement parlant en fait. Parfois tantôt proche du progressisme, tantôt proche des positions plus conservatrices, plus de droite.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les conditions finalement de la victoire de Javier Milei, avec donc la droite traditionnelle qui l'a soutenu entre les deux tours. En France, on parle souvent d'une digue. Alors elle s'est pas mal effritée depuis un certain nombre d'années, mais est-ce que cette digue, elle existait en Argentine ou pas? Ou est-ce qu'il y a déjà eu des alliances extrême droite, droite traditionnelle? Est-ce que c'est nouveau? C'est-à-dire que l'extrême droite en Argentine est un phénomène quand même assez nouveau. Jusque-là, il y avait cette espèce qu'on appelle la grieta, la fissure entre le péronisme et l'antipéronisme. C'était ça, en gros, qui a structuré la politique argentine pendant des années. Mauricio Macri, donc le président de droite qui est arrivé au pouvoir en 2015, a tenté de représenter un petit peu ce candidat, cet outsider, qui n'était ni péroniste ni antipéroniste, enfin en tout cas pas de l'antipéronisme traditionnel, c'est-à-dire des radicaux, et qui finalement a fait alliance avec les radicaux, a créé son propre parti et est entré finalement dans cette caste, cette élite politique. Donc il a été finalement perçu comme une nouvelle forme du péronisme, quoi, ou nouvelle forme du péronisme, évolution du péronisme. Non, mais en revanche, il a été perçu, enfin Milei l'a présenté aussi, avant de faire alliance avec lui, comme faisant partie de cette caste politique qu'il conspue et qu'il fallait détruire et qu'il faut détruire à la tronçonneuse notamment. Et donc finalement cette alliance droite-extrême droite, c'est vraiment nouveau. Cela dit, Mauricio Macri avait déjà montré un profil assez, on va dire, il s'était bolsonarisé en 2019, assez proche de l'extrême droite, avec un discours très proche de celui de Javier Milei aujourd'hui. Alors, pour expliquer cette victoire, il faut aussi parler du péronisme, justement. Et je vous propose d'écouter la candidate de la droite traditionnelle, elle s'appelle Patricia Bullrich, et c'est le jour où elle apporte son soutien à Milei, et elle explique pourquoi. Nous avons nos différences avec Javier Milei. C'est pourquoi nous avons participé à la compétition. Nous ne les cachons pas. Cependant, nous sommes confrontés au dilemme suivant. Opter pour le changement et mettre fin à cette honte ou opter pour la continuité de la mafia au pouvoir. La majorité des Argentins a choisi le changement et nous représentons une partie de ce changement. La mafia au pouvoir. Christophe Ventura, de qui, de quoi parle-t-elle? Là, le nom qui n'est pas cité est pourtant très clair. Il s'agit de l'actuelle vice-présidente, encore en exercice en Argentine, qui est Cristina Kirchner, bien sûr, dans son esprit, à Patricia Bullrich, donc, qui a effectivement perdu le soir du premier tour avec 23%, mais qui va être ministre du gouvernement Milei et qui va avoir le portefeuille de la sécurité. C'est ça, Voilà, et qui fait un petit peu d'ailleurs grincer des dents une partie de son parti, au passage. Enfin, quoi qu'il en soit, elle fait référence à ce qu'on appelle le kirchnerisme en Argentine. Alors, pour les non-spécialistes du péronisme, du kirchnerisme, etc., c'est quand même assez particulier. Le kirchnerisme, c'est un peu la couleur politique du péronisme depuis le début des années 2000, depuis la crise de 2001 qui a été évoquée lorsque l'économie s'est effondrée, qui a ouvert un cycle politique nouveau en Argentine qui a duré jusqu'en 2015, de 15 ans, avec monsieur et madame Kirchner qui représentent grosso modo la gauche du mouvement péroniste, et c'est ce qui a donné sa couleur de centre-gauche au gouvernement qu'ont dirigé 15 ans avant de perdre contre la droite de Macri, de rediriger jusqu'à aujourd'hui et de perdre de nouveau face à Milei. Avec des accusations de corruption étayées, prouvées? Oui, et il y a énormément de scandales de corruption en Argentine. Bien sûr, ça a fait partie depuis à peu près une dizaine d'années de l'actualité politique permanente, etc. Beaucoup d'accusations contre justement Cristina Kirchner, etc., qui s'en défend. Il y a des procès. Enfin, il y a toute une actualité de la corruption en Argentine qui, bien sûr, est venue nourrir en quelque sorte les discours anti-politiques au sens large du terme de Javier Milei, puisque la thèse de Milei profondément, c'est que les problèmes des sociétés sont liés à la corruption des classes politiques parasites qui ne servent à rien, qui sont incapables de régler les problèmes et qui s'en mettent plein les poches et qui sont donc corrompus. C'est la matrice qui est née en Italie avec le mouvement des 5 étoiles, d'ailleurs, d'une certaine manière, il y a quelques années en arrière. Et la thèse, c'est que grosso modo, il s'agirait de changer la classe politique, mettre des gens de bien, c'est l'expression consacrée. Souvent issus du peuple. Issus du peuple, et puis finalement, comme ça, les problèmes de la société vont pouvoir
être réglé. Effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a vertu morale. On est beaucoup sur ces notions-là. Je voudrais revenir sur l'alliance avec la droite traditionnelle, parce qu'effectivement, il y a déjà 2 ministres issus de cette droite traditionnelle qui ont été annoncés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin, Maricel Rodriguez-Blanco, de cette droite traditionnelle pour gouverner, pour avoir la majorité au Parlement. C'est aussi ça ce qui se joue? Oui, tout à fait. Ça se joue exactement cela. C'est-à-dire que l'enjeu là, c'était non seulement pour arriver déjà à percer en fait lors du ballottage, il fallait avoir le soutien de la droite traditionnelle, et c'est ce qu'il a réussi à avoir. Mais il connaît Macri depuis un certain temps. C'est pas nouveau en fait. En tout cas, cette alliance avec la droite. Il faut savoir que Milei était député depuis 2 ans, et au Parlement, il a soutenu en fait, en tout cas, les mesures proposées par Macri lorsqu'il était présent au Parlement, parce qu'il paraît qu'il était assez absent quand même au Parlement. Mais voilà, lorsqu'il était député, un système, il ne va pas y participer. Exactement, mais en tout cas, c'était essentiel d'avoir ces soutiens des droites pour pouvoir gagner aux élections. Et donc, ce qu'il a fait dès le premier jour, en fait, tout de suite, c'est annoncer, en tout cas, un certain nombre de personnes qui vont occuper les ministères les plus importants. Il a déjà aussi annoncé l'occupation de ministères par des personnes qui avaient appartenu à un gouvernement précédent, encore le gouvernement de Macri, c'est-à-dire la période ménémiste des années 90 en Argentine. Par ailleurs, il y a toute une polémique en Argentine en fait autour d'un personnage qu'il va apparemment nommer en fait au poste de procureur du Trésor. Oui, on l'a évoqué à la fin du sujet. Exactement, à la fin du sujet. On a retrouvé un certain nombre d'engagements de jeunesse qui étaient néo-nazis, qui seraient pro-nazis. En tout cas, ça a alerté fortement les organisations de droits humains en Argentine. Et puis ça correspond en partie à tout le cercle en fait des personnes. Mais ça peut tenir cet alliage là entre la droite traditionnelle et malgré tout une nouvelle extrême droite en Argentine, à l'épreuve du pouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça peut tenir à quelques conditions, mais il y a quand même des choses que Macri a montrées lorsqu'il était au gouvernement, comme il a été déjà dit ici. Macri lui-même, en fait, il a en quelque sorte percé en fait au niveau symbolique de l'espace public. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas dire avant l'époque de Macri. Après Macri, on a pu les dire, comme par exemple nier les crimes commis pendant la dernière dictature militaire entre 1976 et 1983. Donc il a quand même lui-même, il était un peu à l'initiative des franchises. C'est pas là. Donc et puis économiquement, il faut le rappeler, c'est pas la première fois en Argentine qu'on va appliquer des mesures de privatisation. Là, ça serait radicaliser encore davantage en fait ces mesures-là. Mais c'est des mesures qui ont été appliquées dans les années 90 et puis par Macri aussi lui-même. Alors justement, l'économie. Je vous propose 2 chiffres. D'abord celui de l'inflation plus 143% en un an. Ça c'est le premier chiffre qu'on doit voir s'afficher, très bien. Et puis ensuite, le seuil de pauvreté. On a 40% de la population argentine qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Bon, voilà 2 chiffres qui expliquent sans doute en partie aussi la victoire de Javier Milei. Quel est le traitement de choc qu'il a promis pour équilibrer les comptes? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, Angeline Montoya? Sa principale mesure, enfin ses 2 principales mesures, on va dire, c'est réduction budgétaire drastique. Donc je crois qu'il veut que les dépenses budgétaires représentent que 15% du PIB, ce qui est très très bas, et ouverture de l'économie. Donc privatisation. Alors privatisation de ce qui peut encore être privatisé, parce qu'il y a quand même beaucoup qui a été privatisé pendant la période ménémiste dont parlait Maricel dans les années 90. Donc le peu qui reste, effectivement, ils veulent privatiser. Et ouverture, c'est-à-dire ouverture aux importations. En ce moment, il y a des politiques assez protectionnistes qui ont été mises en place par le gouvernement kirchneriste successif. Et donc là, ça serait lever en fait toutes les barrières pour les importations, ce qui évidemment laisse craindre pour les PME et l'industrie nationale. Mais en gros, c'est ces deux principales mesures. Et donc, cette dollarisation, dont on ne sait pas quand elle sera appliquée, et qui veut dire, lui, il veut supprimer la monnaie nationale, le peso, pour le remplacer par le dollar, et carrément supprimer la Banque centrale, dont il estime qu'elle est responsable de l'inflation. Économiquement réaliste, ça? Moi, pour préparer l'émission, lu un certain nombre d'articles. Il y a quand même pas mal d'économistes qui disent que c'est pas tenable. Alors lui-même est économiste. Oui, lui est économiste. Alors ça a été fait dans certains pays. Ça a été fait au Panama, ça a été fait en Équateur, au Salvador. Il faut avoir des réserves en dollars et il n'y en a pas suffisamment. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on parle du fait que ça ne va pas être fait tout de suite. C'est que pour ça, il faut avoir des réserves en dollars. Et en ce moment, les réserves sont négatives. Donc d'abord, il faut obtenir des dollars. Et donc toute la question est là aussi. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va
recommencer à endetter le pays, qui a été extrêmement endetté justement sous Macri, qui a pris la dette, qui a obtenu un prêt qui était le prêt le plus important accordé par le FMI de toute son histoire de 50 milliards de dollars en 2018, ou il va l'obtenir autrement, ça, voilà, on ne sait pas. Alors, les dépenses publiques, évidemment, c'était son cheval de bataille, cette tronçonneuse qu'on a revue tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un extrait d'un meeting. Il était à Buenos Aires et donc il est encore candidat, pas encore élu, évidemment, et voilà ce qu'il dit. C'est la première fois dans l'histoire que nous allons avoir un président qui est un économiste. Orthodoxe jusqu'au bout des ongles. Et celui qui viendra dépenser, je lui couperai la main. Les formules choc de Javier Milei, comment peut-il concilier ces coupes budgétaires et, je rappelle le chiffre qu'on a vu tout à l'heure, 40% de la population argentine au-dessus du seuil de la pauvreté. Comment c'est possible ça, Christophe Ventura ? C'est tout un débat historique, permanent, j'ai envie de dire éternel. Écoutez... pour répondre à votre question, il faut préciser ce qui a été dit, c'est que les recettes qu'incarne Milei, c'est une forme jusqu'au boutiste de ce que l'Argentine a déjà mis en place plusieurs fois dans son histoire. On a parlé des années 90, qui a abouti à l'effondrement de l'économie en 2001 et à la suite. Mais dès la dictature argentine, la dictature des Videla, etc., ils ont mis en place les potions magiques du FMI, de l'école de ce qu'on appelle Chicago. C'est-à-dire que c'est eux qui ont préparé la matrice qui pose problème aujourd'hui, où vous avez une Argentine qui s'est en fait désindustrialisée, qui a tout misé sur son secteur du commerce extérieur basé sur l'agroalimentaire pour en fait exporter au maximum, faire rentrer du dollar et avec le dollar qu'on fait rentrer, pouvoir importer tout ce que le pays consomme. Ça, c'est le système qui a été mis en place à coup de libéralisation, de privatisation, etc., d'ouverture des frontières, etc. Donc ça a été mené plusieurs fois. Donc il est un peu l'héritier de tout ça. D'accord, mais c'est pas l'Argentine, c'est pas un pays suradministré. Enfin, oui, j'essaye de comprendre. Moi, je connais pas bien ce pays. Est-ce que c'est un pays suradministré avec un nombre de fonctionnaires pléthoriques, etc. C'est un peu les deux en même temps, pour être honnête. C'est-à-dire qu'en fait, l'Argentine, sur le plan économique, le logiciel et le système économique est très libéral et s'insère complètement dans la mondialisation économique et les courants, on va dire, orthodoxes de l'économie. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est aussi un État avec une administration très importante où il y a le monde du public et le monde du privé qui est plutôt dans le monde dans le privé. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informel et la précarité. Ce qui a été dit, c'est là qu'il a recruté pas mal d'électeurs, le clivage public-privé. Mais sur le fond, en fait, il propose... Lui, sa thèse, c'est que rien n'a marché parce qu'on n'a pas fait assez dans ce sens-là. C'est ça qu'il incarne, Milei. Donc, ce qu'il propose, c'est de continuer à approfondir ce modèle en Argentine. Alors, il a mis tout le monde à l'aise. Effectivement, on ne sait pas aujourd'hui comment il va faire pour dollariser, exactement comment il va s'y prendre. Il a dit j'attends, mais il attend aussi parce que ce qu'il a besoin de faire, c'est de négocier avec le FMI, à qui le pays doit 44 milliards. Quand il était aux États-Unis, première visite, c'était pour le FMI. FMI, la deuxième, c'était au Trésor américain. C'est-à-dire, c'est comme s'il venait au ministère des Finances en France pour négocier quoi ? Il va négocier qu'on lui donne les coups des franches pour les premiers mois de son mandat, la dette publique, pour renégocier le remboursement. Mais il a mis les Argentins à l'aise puisqu'il a dit que le pays allait connaître probablement entre 18 et 24 mois de stagflation. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la stagflation, c'est l'addition de la récession économique plus de la hausse des prix. Donc tout ça, ça veut dire plus de chômage, plus de précarité, plus d'inégalités, pour nous promettre peut-être que dans 18 mois, 24 mois, il y aura un plan de dollarisation où, justement, ce que vous disiez, on ne sait pas trop comment, mais il y aura plein de dollars en Argentine qui vont permettre de faire cette opération. Tout ça semble quand même assez hypothétique, et d'ailleurs, ce sera une des tensions qu'il aura en permanence. C'est pas forcément la position des élites économiques argentines, qui, elles, étaient pas très très chaudes, en fait, pour sa victoire, parce qu'elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin d'investisseurs qui viennent dans des endroits où ils pensent que leurs investissements sont sécurisés, et pas une espèce d'alchimie un petit peu hasardeuse qui ne nous dira rien avant 1 an et demi ou 2 ans. Alors on va dézoomer un petit peu grâce à vous, Laetitia. On aurait pu croire que la défaite de Donald Trump signait la fin de la vague populiste. Est-ce que cette victoire de Javier Milei ouvre une deuxième vague populiste dans le monde ? Manifestement, oui. C'est ce que je constate. En tout cas, il est intéressant toujours de garder un œil sur cette Amérique latine qui a été le berceau de quand même plusieurs populistes bien avant les grandes démocraties occidentales. Par exemple, en 2015, 1 an avant l'élection de Donald Trump, qui lui a ouvert en grand la boîte de Pandore aux populistes, eh bien écoutez, le Guatemala élit Jimmy Morales, qui vient de passer 15 ans
à la télévision en tant qu'humoriste. Il a été acteur. Il a passé toute sa campagne avec un chapeau de cow-boy sur la tête parce qu'il jouait le rôle d'un cow-boy qui devenait président dans une série à succès. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Oui. En tout cas, il a été élu, Jimmy Morales, avec 69% des voix. Et à l'époque, il disait « il », sous-entendu les autres candidats ou l'establishment me traitent de clown parce qu'ils ne peuvent pas me traiter de voleur. Et c'est bien l'axe de campagne de Morales, c'était de dire, regardez, il y a cette corruption rampante et je vais, moi qui viens du peuple, en fait, qui suis des vôtres, je vais sortir le pays de l'ornière. Oui, donc il y a effectivement un parallèle, puisque Milei, il a aussi promis de redresser, on l'a évoqué, la situation économique de l'Argentine. Alors c'est simple, pour les populistes, c'est toujours le même scénario, Thomas. C'est donc un homme hors système, une femme hors système, qui sort comme ça du chapeau avec la promesse d'en finir avec un ancien système corrompu. Ça, c'est vraiment l'argument de base. Et ça passe encore mieux, comme en Argentine, quand on a un pays qui est miné par l'inflation et la dette publique abyssale. Et dans la forme, ces promesses sont faites dans un discours qui est bien choisi, qui ne varie pas d'un populiste à l'autre. C'est un discours de vérité. Vous avez raison, vous l'avez dit tout à l'heure. On est dans la confrontation au réel. Et Milei a fait sa campagne sur le même discours en disant, yeux dans les yeux, au peuple, à ses futurs électeurs, ce sera dur. Et il a même donné un délai, vous l'avez retenu, puisque c'était entre 18 et 24 mois pour rétablir la situation. Et c'est une communication politique qui séduit les masses. Les populistes se présentent, on l'a dit, comme des simples citoyens qui vont essayer de sortir le pays de l'impasse en se confrontant au réel. Et après son élection, Milei a d'ailleurs peaufiné cette stratégie et il a gagné en popularité encore parce que, moi je pense, il a renoncé ou il a remis à plus tard justement cette dollarisation de l'économie, certaines mesures qui semblaient assez radicales. Le leitmotiv des populistes finalement, c'est la mise en scène du principe de réalité. Alors, puisqu'on est dans les comparaisons avec d'autres exemples en Amérique latine, qu'est-ce qu'on peut dire de la comparaison entre Milei et Javier Bolsonaro au Brésil ? Je propose cette comparaison parce que on voit que là, la société argentine quand même commence à manifester son mécontentement. Il n'a pas encore vraiment tout annoncé, mais on sent que les mesures sociales vont être intolérable pour une grande partie de la population argentine, mais Milei a un exemple sur le même continent. Bolsonaro, Thomas, a gouverné le Brésil en multipliant les sorties de route contrôlées et mises en scène, évidemment, sur les femmes, sur les Noirs, sur les homosexuels, sur les indigènes. Et malgré le fiasco de sa gestion du pays pendant le Covid, où il y a eu plus de 200 000 morts, donc là, il y avait vraiment des motifs de dégager Bolsonaro. Non, Bolsonaro est resté en place. Et c'est vrai que depuis la France, on a du mal à comprendre qu'il n'y ait pas eu de séisme politique. Donc, effectivement, cette victoire de Milei montre que le populisme n'est pas mort. Et l'Italie nous avait déjà montré que l'opinion publique peut avoir vécu sous un régime populiste avec le mouvement 5 étoiles, vous avez raison, dès 2013, et recommencer. Puisque là, on a Meloni qui fait alliance avec l'extrême droite italienne. Et cette victoire de Milei nous montre surtout que quand l'opinion publique n'a pas encore testé les populistes, elle veut tenter l'expérience et peut élire un populiste malgré les 10 ans, parce que depuis 2013 en Italie, 10 ans de contre-exemples mondiaux. On continue, les populistes continuent de passer au pouvoir. Et on verra bien ce que ça donne là dans la perspective. Mais c'est un autre débat des élections européennes ici en France et dans les autres pays d'Europe. Deuxième vague populiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce qu'au contraire, Maricel Rodriguez-Blanco, c'est une espèce de banalisation du populisme parce qu'on en voit partout, ils s'en vont, ils reviennent, ils gagnent, ils perdent?
Et moi, j'ai du mal, en fait, avec la notion même des populismes. Qu'est-ce qu'on met derrière? Oui, voilà. C'est-à-dire que pour moi, bon, il y a beaucoup de politistes, hein, beaucoup des collègues, voilà, les sciences sociales, on parle beaucoup des populismes, mais au fond, j'estime que c'est un concept qui ne permet pas de saisir la spécificité du phénomène, en fait. Pour le dire clairement, je trouve que derrière la figure d'un populiste, derrière des éléments en commun, hein, qui existent déjà. Vous avez raison de les signaler. La guerre contre le système en place, contre les élites. La crise économique, les aspects rhétoriques du personnage. Il y a quand même, par exemple, des éléments liés aux institutions, liés à la relation avec un électorat qui n'est pas homogène, en fait. Il n'y a pas un peuple versus un leader, en fait. Il n'y a pas ça. Il y a un électorat, d'ailleurs, qui est assez hétérogène et qui des différences, en fait, entre des milieux sociaux qui ont soutenu la figure de Milei et qui, par contre, permet d'expliquer mieux, de mon point de vue, pourquoi Milei arrive à faire ses scores et pourquoi Milei, il est là, pourquoi il est président actuellement, plutôt que la notion du populisme. Et puis, il faut regarder aussi les champs politiques tout entiers, c'est-à-dire le lien avec ce qu'on a un peu évoqué, hein, le lien avec d'autres partis, notamment l'Union civique radicale, qui fait partie de la droite, mais il faut signaler que c'était un vieux parti de l'Argentine qui a gouverné l'Argentine, qui est un système bipartidiste traditionnellement, hein, c'était un système bipartisan, a gouverné l'Argentine pour un certain temps, et puis a disparu. Les années 2000 ont connu une crise, mais sans précédent de ces partis-là, mais qui est resté ancré quand même, voilà, et qui maintenant s'allie à la droite, qui voit dans ces figures de Javier Milei une possibilité, en fait, d'aller au bout d'un projet qui a été déjà en partie mis en place en Argentine. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, et je voudrais peut-être vous entendre, Angéline Montoya, sur cette sœur cadette du président élu. Elle s'appelle Karina Milei, c'est ça? Quel rôle elle a joué et quel rôle va-t-elle? Je crois qu'il la surnomme le chef. Le chef. C'est ça, au masculin. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, c'est un personnage assez difficile à cerner parce qu'on n'en connaît que ce qu'on en voit. Ce qu'on voit, disons, publiquement, mais c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne donne pas d'entretien, on sait très peu de choses sur elle finalement, à part que donc c'est la sœur cadette de Javier Milei, qu'ils ont une relation très fusionnelle. Ils ont grandi au sein d'une famille violente, enfin un père violent et une mère que lui estime complice. Et donc, lui d'ailleurs ne parle plus à ses parents. Et elle joue effectivement, visiblement, un rôle absolument essentiel. Et c'est elle qui apparemment prend beaucoup de décisions dans la vie et dans les mesures politiques de Javier Milei. C'est-à-dire qu'elle aura un titre officiel dans son équipe, sans doute, à la présidence, c'est ce qu'on peut imaginer. Oui, elle doit être secrétaire générale, non, de la présidence. Ça n'a peut-être pas encore été officiellement dit, mais en tout cas, elle sera aux côtés de son frère. Officialisé, mais oui, bien sûr, elle sera très certainement aux côtés de son frère, puisqu'il est parti aux États-Unis avec elle, il fait absolument tout avec elle, tous ses meetings ont été faits avec elle. Son discours de victoire, c'est elle qui l'a présenté en disant le président élu Javier Milei, c'est elle qui l'a introduit sur scène. Donc effectivement, elle joue un rôle central, mais on n'en connaît encore pas grand-chose. Avec une part de mystère. On va parler des droits humains et notamment des droits des femmes tout de suite avec Tam Tranui qui peut nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Tam, puisque le nouveau président élu veut défaire un certain nombre de droits des femmes en Argentine. C'était l'une de ses thématiques de campagne. Et oui, le programme du candidat Milei proposait notamment, je le cite, d'éliminer le caractère obligatoire du programme d'éducation sexuelle. Il l'a qualifié dans sa campagne d'endoctrinement de l'idéologie du genre. Je précise qu'une enquête de 2020 a montré que 80% des enfants et des adolescents argentins ayant signalé des abus sexuels l'ont fait après un cours d'éducation sexuelle. Javier Milei également, toujours dans son programme, promet aussi de protéger l'enfant depuis la conception et l'adulte jusqu'à sa mort naturelle, avec bien sûr une remise en cause de l'IVG qu'il a qualifié pendant sa campagne d'assassinat aggravé par ascendant. L'Argentine
c'est l'un des rares pays d'Amérique latine à avoir légalisé l'avortement. C'est très récent. Ça date de décembre 2020 à l'issue d'un long combat. C'est un sujet qui a fracturé l'opinion publique et c'est une loi qui a placé finalement le pays à l'avant-garde des droits sociétaux dans la région. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'avec l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, tout pourrait donc être stoppé net. Il a notamment déclaré qu'il organiserait un référendum et qu'en cas de victoire du non, il supprimerait purement et simplement la loi. Il y a eu d'ailleurs des associations féministes qui ont manifesté à l'annonce de son élection pour dire leur inquiétude. Oui, notamment le 25 novembre dernier, vous voyez ces images, hein, c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On voit des milliers de personnes qui ont manifesté à Buenos Aires. Sur les images, on voit notamment, eh bien, vous les voyez brandis, ces foulards verts qui sont les symboles de la lutte pour la légalisation de l'avortement. Parmi les manifestantes, il y avait notamment l'ancienne candidate de la gauche radicale à la présidentielle, Miriam Bregman. On l'écoute. Je pense que cette mobilisation est très importante, comme première réponse à quelques jours de la prise de pouvoir du nouveau président, pour montrer que les femmes seront encore une fois à l'avant-garde de la lutte contre toute attaque à l'encontre de n'importe quel droit. Des femmes qui, en ce jour de lutte contre les féminicides, avaient sans doute en tête aussi les déclarations du nouveau président pour qui la violence n'a pas de genre. Cette inquiétude, elle est fondée d'autant plus que Javier Milei a annoncé vouloir supprimer le ministère des femmes. Oui, c'est l'une des vidéos virales de cette campagne. On en a vu tout à l'heure un extrait dans le reportage de Flora Sauvage. On y voit le candidat Milei qui propose la suppression de nombreux ministères, parmi lesquels effectivement ce ministère des femmes. Regardez. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Voilà, une vidéo qui s'intègre dans une campagne où vous en avez parlé. Javier Milei a promis le massacre à la tronçonneuse des dépenses publiques donc un homme coutumier des provocations dans les images, dans les mots. Pour conclure, les femmes ne sont pas les seules à craindre de faire les frais des futures réformes sociétales de Javier Milei. La communauté LGBT aussi est très inquiète alors que la future ministre des Affaires étrangères, Diana Mondino, a comparé l'homosexualité au choix d'avoir des poux. Merci beaucoup, Tam Tranu, pour toutes ces informations. Maricel Rodriguez-Blanco, sur le droit à l'avortement. Donc, c'est une victoire récente, ce que Tam vient de nous expliquer. Qu'est-ce qui peut se passer? Un référendum, c'est ça? Qu'est-ce qu'on sait de l'opinion publique argentine sur cette question aujourd'hui? S'il y avait un référendum demain? L'opinion publique, elle est divisée, comme il a été bien indiqué. Il faut savoir que cette lutte-là, la lutte pour la légalisation de l'avortement, c'était une lutte qui s'est inscrite dans une série de luttes plus historiques en Argentine, je dirais initiées par des groupes de femmes et par des groupes féministes aussi, mais depuis les années 60, les années 70. Et à l'époque, les droits à l'avortement étaient aussi inscrits en fait comme étant un droit humain. En tout cas défendu justement comme un droit à la santé des femmes, justement comme l'un des effets en fait escomptés de cette légalisation-là a été la diminution du taux des féminicides, enfin des morts des femmes et des féminicides par ailleurs. Et l'idée en fait derrière, en tout cas c'est à l'époque de cette légalisation du droit, a provoqué une division dans l'opinion publique, a produit l'augmentation des refus, enfin des rejets de cette légalisation et une série des mouvements pro-vie en fait qui ont grandi à l'époque en Argentine, qui se sont beaucoup développés et parallèlement des mouvements pour la légalisation de l'avortement. Donc la société argentine elle est divisée, tous les partis politiques d'ailleurs sont divisés en la matière. Cette division existait au sein du péronisme mais aussi au sein des droites, existe au sein des classes populaires aussi bien qu'au sein des classes moyennes. Donc il est probable que si jamais il y a un référendum à ces sujets-là, l'opinion publique soit partagée. Là, on a vu déjà qu'il y a des manifestations, non seulement des féministes, mais également des organisations des mères et des grands-mères de la place des Mets, enfin, en tout cas initiées par les organisations des droits humains en Argentine, et qui luttent pour les mêmes raisons. Donc il y a une société qui est très mobilisée, aussi bien du côté conservateur que du côté progressiste, mobilisée autour de ces questions qui ont vraiment fracturé la société à l'époque. Il va rester combien de ministères, Christophe Ventura
Je crois qu'il a, voilà, il a parlé de 8, il y a l'économie, les infrastructures, affaires étrangères, intérieur, sécurité, et puis les 3 autres, je ne sais plus, je les ai notés. Capital humain, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis justice et défense. Ouais. Voilà, 8 ministères régaliens, c'est ce qu'il a annoncé, effectivement, qui sont aujourd'hui, pour ceux qu'on connaît, ceux qui sont nommés dans ces ministères, c'est plutôt les gens qui viennent de l'ancienne présidence de Mauricio Macri. Donc de la droite, comme on disait, traditionnelle. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on attend encore la fin des nominations. Il y aurait 8 ministères dans ce gouvernement. Alors, quand on sait, on en est à 40, nous, c'est ça, en France, on se demande comment on va faire pour administrer l'Argentine avec seulement 8 ministères, ou alors peut-être que c'est la bonne potion, je ne sais pas. Peut-être qu'il reviendra sur ses annonces. Oui, peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura d'autres ministères qui seront recréés. Vous parliez de la place de Mai, des maires de la place de Mai qui effectivement se rassemblent, je crois que c'est tous les jeudis, c'est ça, oui, c'est ça. Pour faire le tour de la place dans le sens inverse des aiguilles du monde, pour symboliser un retour dans le temps, dénoncer l'impunité des militaires responsables des massacres de la dictature. C'est intéressant parce que elle s'oppose au candidat, enfin maintenant président élu Javier Milei, parce que voilà ce qu'il avait dit quand il était candidat. Pendant les années 70, il y a eu une guerre, et pendant cette guerre, les forces de l'État ont commis des excès. Une des maires de Mai lui répond, écoutez. Nous sommes venus à cause du négationnisme du futur gouvernement que nous allons avoir. Nous voulons rappeler et défendre la mémoire de nos 30 000 disparus bien-aimés. Parce qu'ils disent qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y en a pas eu tant que ça, que peu importe qu'il y en ait eu 5 ou 10 000, que c'est la même chose. Il y a eu un génocide ici, ce n'était pas une guerre, notre peuple n'est pas parti en voyage comme ils disent, c'était un génocide. La fin de la dictature, c'était il y a 40 ans, Angeline Montoya. L'Argentine, elle est assez souvent citée en exemple pour son travail de mémoire, sa politique mémorielle. Il y a malgré tout un courant négationniste dans le pays. Ça représente quelque chose, ce que Javier Milei finalement dit. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il apparaisse et qu'il dise ce qu'il a dit, il y avait un certain consensus, même au sein de la droite, de ne pas vraiment nier l'existence du terrorisme d'État. Donc, qui est le fait de dire que l'État a commis des actes, des crimes contre l'humanité, et que c'était un plan systématique, et non pas simplement des actes isolés de moutons noirs au sein de l'armée. Oui, il dit il y a eu des excès. Voilà. Alors, ce terme-là, excès, c'était la dernière fois que ça a été prononcé vraiment comme ça, c'était par les militaires. C'était à l'époque de la dictature pour justifier les disparitions dont on commençait à parler de plus en plus. Donc, il reprend en fait le discours de la dictature. Et ça, c'est la première fois que c'est prononcé aussi clairement. Donc, cette rupture du consensus, elle est vraiment historique. Ça fait 40 ans qu'on n'entendait pas ce discours. Il y a eu effectivement, comme le soulignait Malicel, un changement avec Mauricio Macri qui parlait du cours de l'arnaque des droits humains en disant que, parce qu'il y a eu des indemnisations qui ont été payées aux familles de disparus, etc. Et lui a dit que c'était... il a commencé à dire qu'il y avait un business là-dedans. Donc il y a eu quelques petites comme ça incursions. Donc, le consensus était déjà un peu fragilisé. Se fissurait, disons, mais ça n'avait jamais été dit aussi clairement, et c'est ça qui inquiète terriblement les organisations de défense des droits humains. Un mot là-dessus pour conclure, il nous reste 30 secondes. Oui, c'est tout à fait cela. Ça a été une fracture symbolique, j'entends, dans l'espace public, de pouvoir énoncer cela comme cela, alors qu'on s'apprêtait à fêter les 40 ans de la démocratie, de la continuité institutionnelle en Argentine, et c'est ça qui est un Mais donc ça veut dire que ça n'est pas un repoussoir pour les électeurs argentins qu'un candidat ose dire ça? Pour une bonne partie de la population argentine, en tout cas, non. C'est-à-dire qu'ils l'ont voté, mais sans connaître véritablement le fond de son programme, en fait, et des propositions qu'il fait, et les fonds du personnage non plus. Ce qui interroge aussi sur le rapport entre cet électorat et les votes. Mais vous avez souligné que les électeurs votent à partir de 16 ans. La plupart, les électeurs de 16 ans, et même leurs parents, n'ont pas connu la dictature. Donc, question de la transmission de la mémoire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Laetitia, je vais rappeler le titre de votre livre, La tentation du clown, aux éditions Buchet-Chastel. Demain, dans la matinale, notez que l'invité d'Oriane Mancini sera l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, qui est aujourd'hui directeur général de l'ONG Singa. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.